Jean-Pierre Mercier, est-ce que vous avez le sentiment, quand il dit « les casseurs seront au rendez-vous », c'est sûrement qu'il y a des remontées de terrain qui le prouvent, qu'il agite le chiffon rouge, le ministre de l'Intérieur? Oui, sans doute qu'il agite le chiffon rouge. Vous savez, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui prônent la casse pour se faire entendre. Nous, à Lutte ouvrière, on fait appel à la conscience des travailleurs, aux luttes collectives dans les entreprises, parce que c'est là où les travailleurs peuvent peser sur les décisions, non seulement du pouvoir public, du pouvoir politique, mais aussi des actionnaires. C'est pas en brûlant des poubelles qu'on peut se faire entendre. Non, le mouvement social, dans toute son histoire, a réussi à arracher des droits nouveaux, que ça soit sur des augmentations de salaire, que ça soit sur des congés payés, que ça soit sur des droits complètement nouveaux. C'est par la force collective, c'est par la mobilisation collective que les travailleurs peuvent se faire entendre. C'est leur nombre. Oui, mais en l'occurrence, après 5 mois de mobilisation, la veille d'une mobilisation, c'est le ministre de l'Intérieur qui prend la parole pour nous dire qu'il va y avoir des casseurs en nombre. Oui, mais ça, c'est systématique. Vous savez, ce pouvoir politique, il a essayé de salir par tous les moyens le mouvement des Gilets jaunes. Il les a insultés. Il y a eu des violences policières qui ont été extrêmement brutales. Il y a eu plusieurs éborgnés, près de 20 éborgnés. Il y a eu des mutilés. Il y a eu plus de 2000 blessés du côté des Gilets jaunes. Ce pouvoir politique a tout essayé. Il n'empêche que semaine après semaine, le mouvement des Gilets jaunes continue. Je peux vous dire que cette colère sociale, elle existe. Elle est pas prête de diminuer dans ce pays, parce qu'effectivement, il n'y a aucune réponse qui est apportée, parce que Emmanuel Macron ne veut pas apporter les réponses qu'il faut pour satisfaire les Gilets jaunes, qui est d'augmenter les salaires, d'augmenter les pensions de retraite. Ça veut dire s'attaquer au profit des grandes entreprises. Et on aurait pu imaginer une trêve, ça aurait été vraiment quelque chose de très apprécié par tous les Français. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je vais vous répondre sur la violence sociale qui est en train de se préparer de la part de ce gouvernement, quand il veut faire reculer l'âge de la retraite de 62 à 64, 65 ans. Mais bien sûr que ça va l'être. On va aller sur ces questions-là. La remise en cause des 35 heures, le vol d'un jour payé, sur toutes les usines qui ferment, sur on est en train de sauver le système des retraites. On va y aller sur ce terrain-là. Jean-Pierre Mercier, j'aimerais vous faire écouter un extrait du documentaire exceptionnel qui sera diffusé ce soir sur LCI dès 20h50. Il nous parle violence, on répond par la violence. Alors maintenant, il y a les bébés, les black blocs, il y a besoin de tout le monde. Et moi, je ne m'en cache pas. Il y a besoin de tout le monde. Il y a besoin des gens plus violents, il y a besoin des gens pacifiques, il y a besoin des gens qui nous font à manger sur les QG, qui nous apportent le café, qui se réveillent à 5h du matin avant qu'on parte aux manifs pour nous galvaniser. On a besoin de tout le monde. Au risque de perdre quelque chose, de son intégrité physique. Parce que moi j'y pense beaucoup, et puis je pense, mes enfants ils ont peur quand j'y vais, j'ai l'impression d'être égoïste, mais en même temps si j'arrête, j'aurai l'impression d'être encore plus égoïste. Parce que je vais arrêter, parce que j'ai peur, ou parce que mes filles ont peur. Bah oui, mais c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. C'est une guerre, c'est une guerre sociale, mais c'est une guerre. Jean-Pierre Mercier, ce témoignage, il parle aussi d'une forme de détresse qui s'exprime peut-être à travers la violence. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme une détresse. Je l'ai déjà ressenti comme une très profonde détermination à vouloir se battre et à défendre ses intérêts. C'est une aide-soignante, une salariée. Maintenant, moi, je suis convaincu que quand elle parle, par exemple, des Black Blocs, elle se trompe. Elle se trompe parce que c'est pas un problème d'utilisation de la violence. C'est un problème de quelle perspective on se donne pour pouvoir avoir le plus de chances, mettre le plus de chances de son côté, de gagner et de faire reculer ce gouvernement qui n'a comme seule politique de défendre les intérêts des ultra-riches, et comment faire reculer nos patrons qui sont des actionnaires des grandes entreprises pour la plupart. Et vous l'entendez dire, c'est une guerre. Bien sûr, mais elle a raison. Alors là, je partage. Je vais peut-être choquer là, oui, mais je partage bien sûr que nous sommes en guerre. Il y a des mots. Quand vous avez, ça y est, c'est l'émotion qui ressort. Ça y est, c'est l'émotion. Quand vous avez des millions de chômeurs en France, quand vous avez 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, quand vous avez des femmes qui s'en sortent pas avec leurs gamins, quand vous êtes salarié avec 1200 € et que vous pouvez plus vous en sortir, vous pouvez plus payer vos factures. Mais ça n'est pas la guerre. Dans des taudis. Il n'y a pas d'ennemis. Bien sûr qu'on est en guerre. C'est une guerre sociale. Non. On va parler, et j'espère qu'on va parler des mesures que le gouvernement compte prendre, et que le MEDEF mette en avant, que le MEDEF défend, c'est-à-dire nous faire payer encore plus, nous faire travailler encore plus. Le débat démocratique impose quand même pour que le des respect
milliardaires s'enrichissent encore plus. Les uns et des autres. Vous avez des centaines de milliers de gilets jaunes qui le refusent, cette situation, et qui se battent. Ils ont raison. Maintenant, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée d'une trêve pour les gilets jaunes demain, par exemple. Mais bien sûr que non, il ne faut pas faire de trêve. Il ne faut pas faire de trêve dans la contestation sociale. Il ne faut pas faire de trêve contre la lutte contre le gouvernement et contre nos patrons, contre les grands patrons. Bien sûr qu'il faut défendre ses intérêts en tant que travailleur, en tant que chômeur, en tant que retraité. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. C'est-à-dire, là où vous vous trompez dans les mots, là où vous imposez un rapport de force. Et le terme de guerre, honnêtement, dans un système démocratique, est quand même très très difficile à accepter. Vous n'êtes jamais fait licencier? Non, mais attendez. Vous ne travaillez pas au SMIC? Ah non, vous ne travaillez pas de nuit, en équipe? Non, mais je suis... Voilà. Mais moi, je n'ai pas caché ma situation. C'est pour ça que vous ne ressentez pas cette la parole. Non, mais qu'il y ait des luttes, c'est la guerre de la misère, j'en suis parfaitement consciente. Moi, je peux vous faire la guerre du temps. Allez-y. Non, mais simplement, attendez, le mot guerre, inadapté. Je suis désolé. Moi, j'ai été leader syndical quand j'étais patron de la Fédération des internes de Paris. Donc, arrêtez ces mots, arrêtez ces violences. J'arrêterai jamais. Mais vous n'arrêterez jamais. Mais vous vous trompez. D'ailleurs, je vais vous dire. Tant qu'il y aura des patrons, ça ne s'arrêtera pas. Tant qu'il y aura des patrons, ça ne s'arrêtera pas. Vous imaginez le monde des bisounours, dans lequel il n'y a pas de chef, c'est la cogestion. Tout va très bien, Madame la Marquise, mais tout ça, c'est du rêve organisé. Je vais vous dire, il y a des revendications qui sont des revendications justes. Les gens qui souffrent, j'en ai certainement vu autant que vous dans ma vie. Une forme de précarité sociale qui s'exprime aussi à travers ces drames, c'est-à-dire une profession en difficulté, manque de reconnaissance, peut-être aussi financière, et pas seulement. Financière, les heures supplémentaires non payées. Oui. Toujours non payées. Jean-Pierre Mercier. Donc, que le boulot de policier il soit de plus en plus dur à faire parce qu'on vit dans une société hyper violente et qui va pas cesser d'être violente vu le contexte et vu les attaques qui sont portées sur l'ensemble de la population, c'est une évidence. Moi, je déplore aussi les suicides de ces policiers. Réduire les suicides à l'action des Black Blocs, très franchement, c'est complètement à côté de la plaque et c'est même un peu choquant. Il faut, je viens de l'entendre de ma gauche, excusez-moi. Le fait est que, vous savez, quand vous regardez l'action des policiers en civil dans les manifestations des Gilets jaunes, où vous les voyez matraquer les gens, vous les voyez certains tirer avec des LDB, bien sûr que de toute façon, il y a un moment donné où ça craque. Tous les services publics aujourd'hui craquent en France. Vous avez les hôpitaux aujourd'hui qui craquent. Le personnel soignant qui est en train de se mettre en grève. En grève, là, je prononce le mot, attention, on n'est pas encore en guerre, on est en grève. En grève, ça a démarré par les services d'urgence et c'est en train de se développer, de se généraliser. C'est la même chose qui se passe dans le monde policier. Bien sûr, parce que la vie devient de plus en plus dure, et y compris quand on est policier, quand vous avez des ordres de matraquer, de tirer sur des gens. Souvenez-vous qu'au tout début du mouvement des Gilets jaunes, les policiers se sont organisés, ils ont manifesté, ils ont revendiqué, ils ont obtenu des augmentations de salaire. Oui. Ils ont obtenu des primes. Parce que, parce que les ordres qu'on leur donnait, de toute façon, les ordres qu'on leur donnait, il y a un moment donné, oui, moi je comprends que ça devient inacceptable. Il faudrait bien sûr que cette société, elle est hyper violente et que ça ne va pas s'arranger. Je ne peux pas passer sous silence aussi tous ceux qui prétendent faire de la politique, mais qui, à la moindre occasion, stigmatisent les forces de l'ordre. Il faut aujourd'hui que ces gens comprennent que sans nous, sans mes collègues, parce que moi je suis plus sur le terrain, ce sont ceux qui en ont pris plein la tête, ceux qui risquent leur peau. Mais il n'y aura plus de République aujourd'hui. Jean-Pierre Mercier. Moi, écoutez, je réagis à chaud parce que lui, je ne le supporte pas. Lui, je le supporte pas. Il dit quelque chose. Il dit sûrement quelque chose, mais en tout cas, moi, je l'ai entendu dire sur une de vos antennes, quand un manifestant s'était fait arracher la main par une grenade défensive, que c'était bien fait pour lui. Quand on est policier, normalement, on parle pas comme ça. On parle pas. Quand on déverse sa haine sur les manifestants, on parle pas. Voilà, ça c'est typiquement un flic qui veut, lui, par contre, casser du manifestant. Ça, moi, j'en suis convaincu. Vous savez, quand on donne l'ordre à un policier de viser la tête avec un LDB, de viser la tête pour faire un massacre, de toute façon, le policier, quand il tire, je ne sais pas ce qu'il a. Vous disiez contre-vérité. 18 éborgnés, des mutilés. Écoutez, ça s'est passé en France, madame. Dans les manifestations, il y a des journalistes qui se sont fait tabasser. Des journalistes qui se sont fait tabasser. Quand vous êtes un policier et qu'on vous donne l'ordre de tabasser,
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Forcément, il y a un moment donné, ça doit craquer. Quand vous êtes humain, ça doit craquer quelque part. Arrêtez d'agiter ces épouvantails de la répression aveugle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai ce qui s'est passé. Non, les ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ce que je déplore, c'est vrai ou c'est pas vrai? les éborgnés. On ne va pas faire toute l'émission sur les violences soi-disant. Je veux simplement vous dire que s'il n'y avait pas eu autant de violence, cette violence n'amène à rien. Pour les gilets jaunes qui se sont fait mutiler. J'en ai Pourquoi énormément. vous n'avez pas d'émotions? Mais qu'en savez-vous? Bien sûr que je regrette chaque victime, je la regrette, évidemment. Mais je regrette aussi qu'on en soit arrivé là en raison de la violence qui s'est emparée de ces manifestations, parce que quand on manifeste pacifiquement en France, ça se passe très bien et vous le savez. On a un sondage ce matin du Figaro, beaucoup de chiffres, mais les Français, et notre enquête le confirmait il y a encore 2 jours, sont largement favorables à la proposition de la baisse d'impôts qui concernerait les premières tranches, largement favorables à une réindexation des petites retraites et à la suspension de la fermeture des écoles et des hôpitaux. Donc tout ça, il devrait le confirmer, le chef de l'État, selon vous? Je ne sais pas ce qu'il va faire. En tout cas, je sais que sa politique ne va pas changer. Qu'il a imposé. Mais quand il fait ça, est-ce que ça changera quelque chose? Non, parce que sur le fond, ça change pas. Les plus riches de ce pays, les ultra-riches, ne vont absolument pas mettre la main à la poche, ça, premièrement. Et deuxièmement, c'est nous qui allons payer d'une manière ou d'une autre, de toute façon, les baisses d'impôts. Il faut bien comprendre que quand vous baissez les impôts, vous allez tailler dans un certain nombre de budgets. Et je vois mal Emmanuel Macron tailler dans le budget de l'armée, ou tailler dans le budget de la justice ou de la police, ou du ministère de l'Intérieur, mais tailler plutôt dans le budget de la santé, dans le budget de l'éducation nationale, des loisirs, du sport, et tous les budgets sociaux qui nous servent à nous, travailleurs, chômeurs ou retraités, à vivre quotidiennement. Et puis il y a cette fameuse piste qu'on entend avec cette petite musique lancinante qui commence à venir sur le travailler davantage. Oui, alors ça, on va en parler. Et ça, c'est une attaque extrêmement brutale contre l'ensemble du monde du travail. Et là, pour le coup, c'est une défense absolue des intérêts des plus riches. Alors ça, les Français n'en veulent pas. 78% des Français sont opposés à la suppression, par exemple, d'1 ou 2 jours fériés pour financer la dépendance. Il faut favoriser des mécanismes de retraite progressive, de cumul emploi-retraite, voire même, et c'est une idée donc que le MEDEF remet sur la table, une solution qui consisterait à inciter les seniors à reprendre un travail, même moins rémunéré que celui qu'il avait auparavant, et ce serait l'État qui compenserait la différence. Alors on va prendre ces 2 points, l'un après l'autre. D'abord, parlons de l'âge de départ à la retraite. Je vous voyais bouillir, Jean-Pierre Mercier. Vous êtes retenu tout le long du papier d'Isabelle Gounin, mais vous aviez du mal. Bien sûr, parce que comprenez que là, on a le mouvement populaire des Gilets jaunes qui exprime cette revendication de vivre dignement de son salaire, de vivre dignement de sa pension de retraite. Le projet du MEDEF, que sans doute Emmanuel Macron va prendre en compte, c'est quoi? C'est de repousser l'âge de départ à la retraite. Ça veut dire, en fin de compte, d'avoir une opération pour faire baisser le montant des pensions de retraite. Et derrière, ça ne va pas faire embaucher les jeunes, puisque si vous maintenez les anciens au boulot encore plus longtemps, ça fait moins de place pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Je vous interromps, Jean-Pierre Messier, juste, si vous pouvez couper vos téléphones, parce qu'on nous dit qu'il y a des ondes un peu compliquées. Reprenez, Jean-Pierre Messier, excusez-moi. Et sur la deuxième mesure, alors là, c'est le bonheur. C'est le bonheur pour les ultra-riches, c'est pour les patrons, pour les actionnaires des grandes entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut forcer un senior à prendre un travail moins payé, et c'est l'argent public. C'est-à-dire notre argent, l'argent des travailleurs, des chômeurs, des retraités, qui va servir à compléter le salaire du senior. Ça veut dire que petit à petit, les patrons ne vont même plus payer à 100% les salaires de ceux pour qui des travailleurs. Mais là, on marche sur la tête. Juste quand vous parlez de problème de financement du système des retraites. Bien sûr qu'il y a un problème de financement du système de retraite. Pourquoi? Parce que, premièrement, je finis, les grands patrons, les employeurs payent de moins en moins de cotisations sociales. Et deuxièmement, il n'y a pas une source de financement à aller chercher là? Quand vous voyez ces grandes familles bourgeoises là, qui ont mis 1 milliard sur la table, en un clin d'œil, 1 milliard. Et pour eux, c'est pas grand-chose. Pour eux, c'est pas grand-chose. Pourquoi on ne va pas aller chercher cet argent-là? Oui, parce que c'est tous les jours qu'ils vivent comme ça. C'est tous les jours qu'ils claquent des millions et des millions, parce qu'ils vivent dans l'opulence. Et moi, j'en ai marre de toute petite retraite, donc je préfère qu'on travaille un peu plus. Écoutez-moi, je termine. C'est toujours nous qui devons travailler plus. Mais je suis autant travailleur que vous, je fais 100 heures par semaine, donc je n'ai pas de leçon à recevoir. Je vais vous dire une chose, et je veux supprimer les régimes. Je veux supprimer, mais vous venez quand vous voulez. Et on verra. Maire d'une ville? Non, je ne suis pas que maire, j'ai un métier.
Je suis désolé, je suis biologiste. Voilà. Bah, biologiste, excusez-moi. J'ai beaucoup de respect pour les biologistes, mais c'est pas travailleur sur une chaîne de montage. Non, mais pardonnez-moi. C'est pas caissière de supermarché. À 7h du matin. Non, mais c'est pas les mêmes boulots. Non, mais je connais aussi ces boulots-là. Question. Le rôle de transmetteur d'expérience et d'expertise. Vous ne voulez pas demander aux patrons, aux actionnaires qui sont richissimes, de payer le salaire pour le travailleur, pour qu'il travaille quand même. Pourquoi c'est toujours à l'État? Alors, pour les patrons, c'est l'État-providence. C'est l'argent magique pour les patrons. Il suffit de demander, voilà, je veux embaucher un senior, mais au lieu de le payer 1500 €, je vais le payer 1200 €, et puis c'est l'État qui va payer 300 €. Mais qui c'est qui est gagnant là-dedans? Qui c'est qui est gagnant? Il faut trouver des dispositifs incitatifs. Mais c'est l'assurance chômage qui va payer. Et après, vous allez couper sur le budget de la santé, vous allez couper sur le budget de l'éducation nationale pour financer ces aides privées. Alors, je pense qu'il y a une question en France qu'on ne se pose pas assez. Il y a le montant de l'argent public, c'est une chose, mais il y a également peut-être aussi, serait-il temps d'ouvrir une vraie réflexion de fond que d'autres pays européens ont menée déjà et de manière assez réussie depuis très très longtemps, qui est de savoir comment mieux dépenser l'argent public. La question de l'efficacité de l'argent public. Les 40 milliards de CICE, ils n'ont rien à voir, ils doivent être abolis et annulés. Les 40 milliards. Il n'y a pas que des questions de budget, il y a aussi des questions d'efficacité de la dépense engagée. L'ancien champion du monde, Lilian Thuram, dit ceci. On a l'impression que parfois, il y a des hiérarchies qui s'installent dans l'émotion, il y a des gens qui meurent en voulant traverser la Méditerranée, et en fait, le monde n'est pas ému comme ça, alors qu'il est ému pour Notre-Dame, dit Lilian Thuram. Et Bernard Pivot, avec un autre exemple, finalement fait peut-être la même analyse. Il faut bien constater qu'il y a plus d'enthousiasme à rebâtir Notre-Dame qu'à restaurer la France. Les malheurs de Marie touchent davantage que les souffrances de Marianne. Jean-Pierre Mercier, est-ce que vous partagez d'une manière ou d'une autre ce constat de deux personnalités, encore une fois, très différentes? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, là où j'ai été... vous savez, ce qui a choqué les gens, ce qui a choqué la population, bien sûr, tout le monde a été ému par l'incendie de Notre-Dame. Ça, il n'y a pas photo. Mais derrière, c'est la facilité avec laquelle ces grandes familles bourgeoises. Et moi, alors là, par contre, j'étais très content que ces grandes familles bourgeoises mettent ces centaines de millions sur la table. Parce que à lutte ouvrière, ça fait des années et des années, avec Nathalie Arthaud, qu'on dénonce ces grandes familles bourgeoises qui vivent dans l'opulence. Et pour eux, ça représente pratiquement rien du tout, ces centaines de millions. Moi, vous comprenez? C'est ça. Et bien sûr qu'il y a une hiérarchie au niveau de l'émotion. Et on en a soupé après ces derniers jours de Notre-Dame. Mais c'est surtout avec la facilité avec laquelle ils dépensent leur argent et ils mettent sur la table des milliards comme ça. Et ils le font tous les jours. Et c'est cela que Emmanuel Macron protège. Arrêtez de stigmatiser tout le monde. Je voudrais juste vous dire un mot sur la famille. Vous n'aimez pas quand j'attaque les riches. Non, mais je vais vous dire, aimez pas. Monsieur, il y a une chose que vous voudrez... C'est pour ça qu'on n'est pas du même côté. Mais je vais vous dire une chose. L'histoire de la famille Pinault. Monsieur Pinault, comment il a commencé? Vous voyez, alors voilà. Mais vous savez pas. Bisounours. Il a amassé 1 euro plus 1 euro. Si on abandonne un instant la question des familles Pinault, Arnaud et autres. Voilà, il faut peut-être juste. Je parle parce que c'est les premiers. C'est un grand défenseur de Pinault. Pas du tout. Non, alors là, absolument pas. Venez voir. Je suis un député de la commission des finances et je pense que j'ai fait un moment ou un autre.